La petite enfance, c'est là où tout commence. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire laisse une empreinte. Derrière chaque enfant qui grandit en français, il y a des éducatrices et éducateurs engagés pour l'avenir et la vitalité de nos communautés. Spécialistes, passionnés, ces professionnels accompagnent les tout-petits sur leur premier chemin, leurs premières expériences et façonnent des apprentissages durables. Dans cette série Balado, nous plongeons au cœur de leur réalité pour souligner leur rôle essentiel. Bienvenue dans Empreinte sur l'avenir, une série Balado de l'ACUFC, l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, et financée par l'entremise du Programme d'apprentissage et de garde des jeunes enfants du gouvernement du Canada. Quand je vois des enfants que j'ai eus, que j'ai commencé à la pouponnière, des bébés qui sont maintenant des adultes, je pense que mes premiers ils ont gradué en 12e année, ils sont à l'université en 2e année cette année. Quand mon premier bébé, quand j'ai commencé à travailler ici, il a commencé à 9 mois, c'était vraiment mon bébé assigné. Et je suis allée il y a 2 ans à la graduation en 12e année, je vois son nom, je suis comme... Après la sortie, je suis allée, est-ce que tu me reconnais? Oui. Il se souvient encore de moi, hein? Il a pris les photos. Et ça rend fier. Ce que j'aime des éducatrices de mon fils, c'est qu'elles ont tellement une belle relation avec lui. Même après quelques jours, elles ont déjà établi une super belle relation. Mon fils aime aller à la garderie. J'ai toujours appelé les madames des mamans. Parce qu'au début, ça me touchait tellement que ces dames avec comme autant d'amour, puis que ce soit de l'amour comme des tripes ou de l'amour professionnel, ils se sont donnés à la cause. Peu importe, ils assurent le bonheur et le bien-être de mes bébés. Je voulais initialement être enseignante. J'étais à l'université pour enseignement, puis à cause de troubles de santé, j'ai dû arrêter l'université. Je travaillais déjà ici pour l'été, après l'école. Alors j'ai pris un job ici en attendant de voir qu'est-ce que je voulais faire. Puis j'ai juste tellement adoré ça que j'ai repris les études en jeune enfance. Un sourire qui rassure, un mot qui encourage, un geste qui déclenche un apprentissage. Derrière chacun de ces instants se cache le savoir-faire d'une éducatrice ou d'un éducateur de la petite enfance. Loin des clichés, ce métier s'appuie sur une expertise pointue, une formation rigoureuse, de la passion et un savoir-être hors du commun. Ce premier épisode d'Empreinte sur l'avenir dévoile toutes les richesses et le professionnalisme des éducatrices et éducateurs de la petite enfance, ces véritables spécialistes du développement des tout-petits. Pour comprendre ce métier en profondeur, nous avons parlé avec Sandra Hassan-Farah, coordinatrice du programme d'éducation de la petite enfance au Centre collégial de l'Alberta sur le campus Saint-Jean. Pour elle, il est crucial de rappeler que les éducatrices et éducateurs de la petite enfance, aussi appelés EPE, ne sont pas de simples gardiens ou gardiennes, mais des professionnels formés pour accompagner le développement global des enfants. C'est pourquoi, d'ailleurs, la question de la terminologie brûle d'actualité. Alors que le grand public utilise encore des termes comme garderie, les professionnels du domaine, eux, sont unanimes. Il faut revoir la terminologie afin de revaloriser la profession. Au Manitoba, par exemple, on parle désormais de centre d'apprentissage. Et en Alberta également, on a changé de vocabulaire. On a sollicité tous les milieux de toute l'Alberta, les milieux francophones, parce qu'on n'est pas à l'aise avec la terminologie qu'on employait jusqu'à présent, qui était service de garde. Il y a le mot garde qui revient. Et on pense que ça n'aide pas à crédibiliser justement le merveilleux travail des professionnels sur le terrain. Alors, on a fait un sondage auprès de tous les milieux francophones et on a eu un taux de participation extraordinaire. Je pense que tous les milieux attendaient ça, attendaient qu'on les sonde sur une terminologie commune, mais qui nous corresponde. Et finalement, on a eu énormément de suggestions, nous on en a fait aussi, puis ce qui est sorti, c'est le terme milieu éducatif à l'enfance. Toujours en lien avec la terminologie, Sandra Hassan-Farah aime parler des EPE comme des experts de leur domaine. Pourquoi ?
Justement, la première chose, c'est que déjà, ils suivent des cours. Beaucoup de cours. Pour avoir le niveau 3 et faire les 2 années, c'est 20 cours théoriques de 45 heures, plus 4 stages. À partir du moment où on a des personnes étudiantes qui s'inscrivent dans ce type de cursus et qui mettent autant d'énergie dans les apprentissages, on ne peut pas dire que ce ne sont pas des experts. Bien sûr qu'ils sont des experts. Ils apprennent sur le développement de l'enfant. Ils sont capables de faire des liens avec des pédagogues, des sociologues aussi, qui ont fait des études très poussées pour comprendre comment un enfant fonctionne. Alors, ils sont experts parce qu'ils sont capables d'accompagner les familles aussi dans l'apprentissage de leurs enfants. Ils sont capables de les conseiller, parfois, de développer des stratégies avec eux. Et ils ont aussi suffisamment d'outils pour commencer à faire du repérage. Des signes peut-être avant-curseurs de quelque chose qui se passe au niveau de l'enfant, peut-être un trouble, peut-être un déficit, peut-être quelque chose. Donc, ils ont suffisamment maintenant d'outils pour repérer des signes qui peuvent interpeller et ils peuvent fournir une analyse de ces signes-là. Encore une fois, grâce à la théorie. Donc, on les outille suffisamment pour ça. Ils ont, par exemple, des grilles d'observation. Ils apprennent à utiliser des grilles d'observation, à les construire et à les utiliser. Ils apprennent à comment construire une analyse, comment développer des outils de communication pour peut-être parler avec les familles, leur dire voilà, nous avons observé ça. On vous donne toutes nos observations. Vous pouvez peut-être contacter maintenant le médecin de famille, puis faire un suivi avec le médecin de famille. Ils ont cette crédibilité de pouvoir le faire grâce au bagage collégial. Et ça, c'est vraiment important. Justement, ce bagage collégial, en quoi il consiste exactement ? La professeure nous donne un aperçu de ce qui constitue pour la plupart des programmes au pays ces 2 années d'études professionnalisantes. Alors, la formation est de 2 ans à temps plein. Puis cette formation comprend un grand nombre de cours théoriques, mais aussi des cours pratiques qui se matérialisent par les stages, tout simplement. Dans les cours théoriques, on a des cours de base sur découvrir la profession, comprendre l'éthique professionnelle, la confidentialité, pourquoi c'est une profession et ne pas seulement un hobby comme ça en passant. Mais c'est aussi comprendre le développement de l'enfant de 0 à 12 ans, donc pendant on voit ça pendant plusieurs cours. On parle autant du développement langagier que du développement physique, donc psychomoteur. Ça peut être aussi le développement spirituel, moral. On essaie de prendre un tout holistique de l'enfant et pas seulement comprendre comment, oui, son corps grandit ou comment il adopte un tel ou tel langage. On veut aussi voir comment il se développe mentalement, psychologiquement, quelles sont les valeurs qui se déclinent au fur et à mesure où il grandit. On a beaucoup de cours aussi sur comment travailler avec les familles, les intégrer dans les milieux parce qu'ils ont une place plus qu'essentielle. Et on va bien dire famille et non pas parents, hein, on parle vraiment de famille plus élargie. On intègre beaucoup aussi la réalité sur la diversité culturelle puisque nous accueillons des enfants qui viennent d'univers différents. Et quand on parle de diversité culturelle, ça peut être forcément juste quel pays ils viennent, mais aussi comment ils ont constitué leur héritage personnel, familial et comment ils l'amènent dans les milieux éducatifs. Donc on sensibilise beaucoup les étudiants et les étudiantes à comprendre ça, cette place-là essentielle. On travaille beaucoup aussi dans les cours, le travail avec la communauté. Comment intégrer la communauté pour enrichir nos programmes? Comment faire en sorte que la communauté rentre, mais qu'aussi les programmes sortent tout simplement et aillent voir la communauté avec, pourquoi pas, des échanges intergénérationnels entre des personnes en résidence pour personnes âgées, donc, et puis les jeunes enfants, et voir comment on peut construire des projets. Donc, on travaille avec les étudiants pour comprendre ça. On apprend beaucoup aussi des différentes approches qui existent, telles que Reggio Emilia ou Montessori ou l'approche forestière. On essaie de les amener vraiment à connaître toutes ces approches pour qu'eux, ils puissent s'identifier peut-être à une approche plus qu'à une autre. Donc, ils construisent leur identité professionnelle tout au long de la formation. Puis les stages, finalement, viennent entériner tout ça. Tout ce qu'ils ont vu dans les cours théoriques, même si on met toujours un peu de pratique, on met toujours des études de cas, etc. Mais là, ils vont le voir sur le terrain ou peut-être pas le voir du tout. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent voir des choses dans les cours théoriques qu'ils ne vont pas voir sur le terrain, parce que c'est ça aussi. Tous les milieux ne fonctionnent pas de la même manière, ou n'ont pas les mêmes approches. Donc on essaie de diversifier un maximum les stages pour qu'ils puissent voir des tranches d'âge très différentes, mais aussi des structures différentes. Au Centre collégial de l'Alberta, le programme en jeune enfance compte 4 stages. Les premiers de chaque année
permettent d'observer et de se familiariser avec l'environnement éducatif, tandis que les seconds stages, qui sont à temps plein, plongent les étudiants dans une immersion totale. Ils mettent alors en pratique leurs apprentissages, comme le réaménagement d'espaces adaptés, et découvrent progressivement les responsabilités liées au rôle de gestionnaire. J'ai un problème. Charlie m'a fait des gâteaux de fête, mais elle veut pas me chanter Bonne fête. Et je peux pas les manger jusqu'à temps qu'on chante Bonne fête. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et vous pouvez en avoir un si on chante Bonne fête ensemble, ok? Il faut Ok. faire la radio. 1, 2, 3, go! Saviez-vous qu'il existe, partout au pays, une grande variété de façons de se former en petite enfance en français? Les collèges et les secteurs collégiaux des universités membres de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, l'ACUFC, proposent des programmes de formation initiale et spécialisés en éducation de la petite enfance, adaptés aux réalités des communautés francophones en situation minoritaire. Ces établissements offrent aussi des processus de reconnaissance des acquis et des parcours de formation souples, en présentiel, en ligne ou en mode hybride, pour faciliter la conciliation études, travail, famille. Les programmes sont offerts par les établissements postsecondaires francophones situés à l'île du Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique et dans les territoires du Nord-Ouest. À cela s'ajoutent les formations continues offertes par d'autres organismes provinciaux, territoriaux ou pan-canadiens, gravitant autour du secteur de la formation en petite enfance. Elles permettent aux éducatrices et éducateurs de se perfectionner sur des thèmes précis, comme l'inclusion, le langage ou la gestion d'équipe, et de répondre aux exigences de perfectionnement professionnel selon les différentes provinces et territoires. Enfin, un répertoire des formations offertes dans les communautés francophones est disponible sur le site de l'Observatoire de la formation en petite enfance, une initiative de l'ACUFC disponible sur formationpetiteenfance.ca. Ce qui distingue les professionnels de la jeune enfance, ce sont des gestes qu'on ne remarque pas toujours. Pourtant, il s'agit de savoir-faire, discrets mais essentiels, qui sont la preuve de leur expertise et que Sandra Hassan-Farah nous fait découvrir, telle une immersion dans le quotidien des éducatrices et des éducateurs. Une des stratégies qui est vraiment, je dirais, le plus utilisée, c'est que les personnes éducatrices sont capables de rester objectifs dans tout ce qu'ils font, parce que ce sont des professionnels, parce qu'ils ont appris à prendre de la distance avec la gestion de leurs émotions et la régulation de leurs émotions. Ils sont aussi outillés pour travailler sur la régulation des émotions des enfants. Et ça, c'est vraiment important versus une famille qui travaille avec ses propres émotions, puis qui va être vraiment dans ses émotions quand il accompagne son enfant dans son développement. Un professionnel apprend à se distancer, justement, et d'utiliser ça pour fournir des observations qui sont pertinentes. Oui, l'analyse va vraiment être faite en lien avec tous les apports théoriques qu'ils ont eus pendant la formation. Ils vont les utiliser pour dire, OK, dans le stade du développement de l'enfant, selon Piaget ou Vygotsky, il est rendu là, l'enfant. Mais moi, avec mes observations et les faits que j'ai pu vraiment noter concrètement, eh bien, je vois qu'il est peut-être rendu à tel stade ou peut-être rendu à tel stade. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place maintenant pour l'accompagner et continuer à évoluer dans ces différents stades de développement? Parce qu'on les observe, on observe leurs intérêts, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aiment découvrir. Et nous, on va les nourrir. Sandra partage un exemple concret de la façon dont l'expertise et le regard attentif des éducatrices et éducateurs peuvent transformer le parcours d'un enfant et soutenir toute sa famille. On a pu véritablement consigner des observations très précises par rapport à un petit garçon pour lequel on avait quelques suspicions du trouble du spectre de l'autisme. Mais à 2 ans, c'est très difficile à diagnostiquer, c'est encore très très jeune et on ne peut pas vraiment, puis nous on n'est pas du tout, en tant qu'experts, on ne peut pas faire force de diagnostic, mais par contre on peut avoir des petits signaux justement, parce qu'on a suivi des cours, on discute autour des troubles du comportement ou déficit comportemental, troubles neurodéveloppementaux, etc.
Puis là, on avait comme une suspicion, donc on a préparé tout un tas de grilles d'observation, puis on a observé l'enfant pendant 1 mois au complet, sous différents critères très spécifiques dans ses habiletés. Et ça nous a permis d'avoir une très, très belle documentation. Puis j'ai convoqué les parents et on a eu cette discussion. Au début, les parents ont peur, se disent: «Oh, vous avez observé ça? OK et puis, oui, mais non, c'est pas comme ça chez nous, ça se passe pas comme ça». Mais grâce à la documentation précise qu'on avait faite et puis je leur ai donné, toute cette version papier, ils ont pu voir les différentes choses. Puis là, ils se sont dit: «Ah oui, mais ça, c'est vrai, mais ça, c'est vrai. OK, vous avez raison». Bah, après, ils nous ont demandé de continuer et grâce à ce travail main dans la main, je leur ai donné, nous, nos ressources, nos gabarits, ils l'ont utilisé chez eux et ils ont vu des choses qu'ils n'avaient pas vues auparavant. Ils ont observé des choses chez leurs enfants qu'ils n'avaient pas vues auparavant et grâce à tout ça, ils ont pu avoir un suivi précoce et une intervention précoce, pour leur petit garçon. Nous, on a pu avoir quelqu'un qui intervenait à temps partiel chez nous pour pouvoir travailler sur la stimulation langagière et cetera et cet enfant-là et j'ai encore des nouvelles aujourd'hui est un grand garçon qui est scolarisé, qui n'a jamais eu besoin d'être déscolarisé, qui a pu suivre tout un cursus scolaire, classique alors que le diagnostic était assez sévère et a permis, parce qu'on l'a pris de manière précoce et que les parents ont accepté de travailler main dans la main avec nous, eh bien, ça a permis d'avoir justement, un suivi très vite, très rapide et qui a bénéficié à tout le monde, à la famille, à l'enfant bien sûr, puis à nous. Parce qu'on a pu, travailler avec plein de stratégies qu'on ne connaissait pas, avoir des personnes qui intervenaient, qui nous ont formés. Donc je trouve que c'était une très belle expérience. En parlant d'experts passionnés, nous avons rencontré Mélanie MacDonald, facilitatrice pédagogique à l'Association francophone de l'éducation et des services à l'enfance de l'Ontario, plus communément appelée AFESEO. C'est l'organisme porte-parole de la petite enfance francophone en Ontario, qui représente plus de 350 sites de garde d'enfants et opère 25 centres. Mélanie est une figure reconnue de la petite enfance en Ontario français. Ce domaine s'est imposé à elle dès l'adolescence. Et plus de 20 ans plus tard, elle a bâti une solide expertise et a aussi trouvé un moyen original de la partager, notamment avec sa chaîne YouTube La Pédagogie avec Mélanie, puis avec les petites jasettes pédagogiques de la FESEO. Quand j'étais jeune adolescente, que je faisais du gardiennage. C'est ça, une gardienne. C'est quelqu'un qui n'a pas de spécialité encore, qui n'est pas allé à l'école, qui n'est pas... Ça, c'est une gardienne. Quelqu'un qui vient, un adolescent de ton quartier qui vient. Nous, les éducateurs, les éducatrices de la petite enfance, on n'est pas des gardiennes. On a peut-être été, il était une fois, mais on a une formation professionnelle approfondie qui explore le développement de l'enfant, qui explore les étapes du développement global. Je veux dire, on parle du développement physique, social, affectif, langagier, cognitif. C'est des connaissances qui sont très, très, très importantes pour accompagner l'enfant dans sa vie de tous les jours, mettre des mots à ce qui se passe, les appuyer dans ce développement-là parce qu'ils sont en train de découvrir le monde. Puis nous, c'est de mettre des mots sur ça, de les aider à comprendre, de répondre à ces questions-là, de les amener à réfléchir, de les amener à apprendre comment être bienveillants eux aussi. Au-delà de tout l'amour qu'on donne, de toutes les connaissances qu'on a avec le développement, on favorise l'apprentissage aussi. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on est des spécialistes, parce qu'on connaît bien le développement de l'enfant, puis on peut appuyer avec bienveillance et créer des environnements propices au développement affectif de l'enfant. Je trouve très difficile de voir que quelqu'un qui choisirait de travailler dans le domaine de la petite enfance n'est pas passionné par le domaine. Pour Mélanie, une part invisible mais fondamentale de ce métier de spécialiste, c'est l'intention derrière chaque geste. Chaque décision repose sur des connaissances et sur une confiance, à la fois en soi comme éducatrice, mais aussi en l'enfant. La confiance, mais aussi la capacité à prendre soin de soi, deviennent alors des savoir-être essentiels pour bien mener ce métier. Tout ce qu'un personnel éducateur va faire
toutes les initiatives qu'ils vont prendre ou les activités qu'ils vont proposer devraient toujours être faites avec intention. Donc, quand on parle d'intention, ben, on peut parler, oui, du jeu salissant, on peut parler du jeu aventureux. Est-ce que c'est juste comme, ah, ça me tentait que tout le monde se salisse aujourd'hui? Non, il y a toujours une intention derrière ça. Donc, de pouvoir avoir la confiance et de dire, tu sais, avec confiance à un parent, oui, on s'est sali aujourd'hui, mais voici ce que l'enfant a appris. Voici les concepts qu'ils ont explorés. Voici ce que ça leur a offert pour leur développement. Donc, si je prends grimper un arbre comme exemple, donc peut-être des parents vont dire, ben voyons donc, t'as laissé mon enfant grimper un arbre. Mais si tu connais le développement de l'enfant, tu sais que l'enfant ne va pas faire quelque chose si lui n'a pas la confiance de le faire. Donc, tu sais, un jeu dangereux, ça c'est de placer un enfant dans un arbre et dire, OK, descends. Mais appuyer l'enfant, être là, l'aider, tu sais, l'encourager, qu'il grimpe l'arbre, lui donner des petits conseils ici et là. Il monte l'arbre, il redescend et il descend avec un gros sourire de confiance. Tu sais, on est là pour ça. Donc, avoir la confiance dans notre rôle, puis dans, ben, pourquoi j'ai laissé l'enfant grimper cet arbre-là? Parce que moi, je connais le développement de l'enfant, puis je sais que c'est bon pour sa confiance, puis que j'ai les outils nécessaires pour expliquer ça à un parent. Puis quand tu peux expliquer ça à un parent ou tu peux montrer une belle photo de l'enfant qui a grimpé l'arbre avec un gros sourire aux lèvres puis qui est tellement fier de lui, comment est-ce qu'un parent peut être fâché envers ça? Tu sais? Ça fait que c'est vraiment de mettre des mots et de toujours être intentionnel dans ce qu'on fait. On est avant tout des modèles pour ces enfants-là. Donc, si moi, je rentre travailler à tous les jours et le stress est très haut, je suis pas de bonne humeur, comment je vais être un bon exemple pour ces enfants-là? Si tu prends soin de toi, si tu prends des moments pour toi, si tu fais des efforts pour faire des connexions avec la nature et que tu embarques les enfants dans tout ça, c'est là que tu deviens le meilleur modèle parce que tu es vraiment en train de modéliser c'est quoi prendre soin de toi, c'est quoi être résilient. Puis, la meilleure façon que ces enfants-là vont apprendre, c'est en te regardant. Il y a tellement des gens avec des belles histoires, avec des choses à partager qui sont juste tellement importantes et inspirantes. Donc, je peux réellement dire que j'ai retiré un petit quelque chose de chacune des entrevues que j'ai faites, puis j'en ai fait peut-être 100 pendant le 3 ans. Une entrevue qui me vient en tête, c'était avec une psychothérapeute qui parlait que le domaine de la petite enfance est tellement sous-valorisé et que leur impact dans la société est aussi important que comme un médecin. Puis pourquoi que, tu sais, les éducateurs, les éducatrices de la petite enfance ne se faisaient pas payer et valoriser comme un docteur. Elle dit, moi, je ne comprendrai jamais ça. Tu sais, vous façonnez vraiment le futur, vous façonnez vraiment le développement de ces enfants-là. Puis il n'y a pas de job plus importante que ça. Puis venir d'un petit, tu sais, entendre ce message-là d'une psychologue, de quelqu'un qui est évidemment, elle aussi, passionnée par le domaine, mais n'a jamais été ce côté-ci de la chose, c'était vraiment valorisant d'entendre ça. Maintenant, place à un autre expert passionné. Alexandre Ambec, lui, exerce en milieu rural, précisément au centre d'apprentissage Les Petits Brisous, à la Broquerie, un village francophone dans le sud du Manitoba. Récemment diplômé d'un niveau 2 en jeune enfance de l'École technique et professionnelle de l'Université de Saint-Boniface, il s'est maintenant lancé dans la poursuite d'études pour un niveau 3. Pour lui, la petite enfance n'est pas qu'un travail. C'est une véritable mission, à la fois humaine et éducative, dans laquelle il conjugue engagement francophone, curiosité pédagogique et amour de la nature. Ce métier pour moi est une vraie passion au quotidien parce que je peux voir en fait finalement l'impact direct que je peux avoir sur les enfants, sur leur curiosité, sur leur joie, leur capacité à apprendre. C'est vraiment inspirant. Puis je suis quelqu'un où j'ai toujours
aimer donner du sens. Je suis quelqu'un, et je pense que les éducateurs en jeune enfance en général, qui choisissent ce métier, ont derrière quelque chose où ils ont besoin d'avoir un sens à leur vie ou bien d'apporter à l'autre. Je trouve que la formation continue, c'est un développement qu'on devrait plus ou moins tous avoir, peu importe la branche de métier. Mais ce métier, par exemple, c'est un métier qui bouge en permanence. Les neurosciences progressent, on en apprend de plus en plus sur le développement de l'enfant, sur ce qui est bon pour lui, ce qui est moins bon pour lui. Je pense que c'est très important dans ce métier de rester toujours à l'affût des formations qui restent ouvertes ou des diplômes pour en venir au niveau 3 qui va pouvoir me donner en fait des outils de leadership pour pouvoir soutenir une équipe. Là, actuellement, je suis des cours en gestion de ressources humaines. Ça va permettre de pouvoir de créer des politiques, par exemple. Je travaille actuellement depuis quelques mois. J'ai un programme d'éducation en pleine nature. Par exemple, avec ce niveau 3, je vais pouvoir structurer des politiques sur un projet comme l'éducation en pleine nature ou l'école de la forêt. Là, tu participes en fait à la construction et à l'identité des enfants, puis je trouve ça formidable. Nous espérons que ce premier épisode a levé le voile sur un métier bien plus vaste et essentiel qu'on ne peut parfois l'imaginer. Ces échanges, ces voix, montrent combien la petite enfance exige non seulement des connaissances, des qualifications, mais aussi un savoir-être exceptionnel. Derrière chaque moment de jeu ou d'apprentissage, il y a l'engagement d'éducatrices et d'éducateurs qui accompagnent les enfants avec passion et confiance. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Empreinte sur l'avenir. Merci aux intervenants Sandra Hassan-Farah, Mélanie MacDonald et Alexandre Ambec. Et un merci spécial au Centre d'apprentissage Les Enfants Précieux à Saint-Boniface au Manitoba pour leur accueil afin d'enregistrer l'habillage sonore et les vox pop. Ce balado de l'ACUFC a été réalisé par l'équipe de Pop Communication. Il est disponible sur le site de l'événement merci-mon-educ.ca et sur le compte YouTube de l'ACUFC. N'hésitez pas à le partager et à commenter. Rendez-vous au prochain épisode.